Bonjour à tous. Mardi dernier, les sénateurs ont adopté une proposition de loi socialiste qui vise à limiter l'utilisation des techniques biométriques à toute nécessité de sécurité. Ces techniques, quelles sont-elles? Ce sont des techniques qui utilisent la reconnaissance par le corps, reconnaissance par l'iris ou encore empreinte digitale. Ce sont des techniques qui sont déjà utilisées pour les pièces d'identité, pour les passeports. Mais voilà, Gaëtan Gors a constaté de nombreux excès en la matière. L'auteur de cette proposition de loi dénonce, par exemple, ces reconnaissances par les mains pour des enfants afin qu'ils puissent accéder à des cantines ou encore à des piscines. Reconnaissance également du corps pour des personnes afin qu'elles accèdent aux locaux dans lesquels elles travaillent alors même qu'il n'y a pas de nécessité de sécurité particulière. C'est pour lutter contre ces excès que Gaëtan Gors a déposé ce texte, un texte philosophique, juridique, éthique, qui veut se garantir de toute instrumentalisation du corps. Tout de suite donc, retour à la séance, c'était mardi après-midi au Sénat. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Gaëtan Gors, auteur de la proposition de loi. Vous y allez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, pourquoi présenter une proposition de loi visant à limiter la biométrie aux finalités de sécurité? Pourquoi donner le sentiment de vouloir s'opposer à cette évolution inéluctable que l'on appelle aujourd'hui encore le progrès? Pourquoi vouloir priver nos concitoyens de la possibilité d'ouvrir leur smartphone en utilisant la reconnaissance faciale, d'accéder à un équipement public en utilisant la reconnaissance du contour de la main? Bref, comme le reprochait l'autre jour une personnalité intervenant dans le cadre du débat qu'avait organisé fort opportunément Monsieur le Président de la Commission des lois, pourquoi donc créer ces difficultés en obligeant chacun à continuer à mémoriser un code, utiliser une carte, éventuellement acheter un ticket? Je n'oublie pas que ces questions soulèvent évidemment de gros enjeux qui sont économiques, qui sont industriels, qui sont technologiques. Et je ne propose pas d'aborder non plus ce sujet uniquement par le biais de la protection des libertés individuelles, même si naturellement sur ce terrain, beaucoup d'observations fort légitimes sont régulièrement faites, qui insistent par exemple sur les risques d'interopérabilité des différents systèmes qui pourraient conduire à un système de mise sous profil de l'ensemble de nos concitoyens. Je n'oublie pas non plus que nous avons affaire à une réglementation qui reste extrêmement rigoureuse, puisque sous l'empire de la loi de 78, modifiée en 2004, c'est le régime d'autorisation qui prévaut toujours aujourd'hui pour mettre en place de tels traitements de données biométriques. Je n'oublie pas enfin les travaux qui ont été menés par le Parlement, et notamment par cette Assemblée, sous la responsabilité en particulier de Jean-René Lecerf. Mais si j'ai suggéré à travers cette proposition, reprise par le groupe socialiste, d'aborder la question des traitements de données biométriques, c'est qu'il me semble que 3 problèmes devaient être, à mon sens, absolument débattus dans nos assemblées. Le premier a trait à l'ampleur du changement technologique que nous connaissons aujourd'hui. Naturellement, l'innovation n'est pas, par définition, j'allais dire presque paradoxalement nouvelle. Elle rythme nos économies depuis plus de 2 siècles, depuis notamment la révolution industrielle. Mais elle prend aujourd'hui une dimension et surtout un rythme qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissions auparavant. Lorsque la machine à vapeur s'est mise en place ou lorsqu'on a pu développer la machine à tisser, elle s'est installée dans nos modes de production et elle a modifié la façon de vivre et de travailler de nos concitoyens au long des décennies. Lorsque s'est opérée la révolution de l'électricité, cela a été un peu plus rapide, mais au fond, à l'échelle au moins d'une vie entière. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec la révolution numérique, c'est que le changement technologique s'opère à une vitesse qui rend obsolètes toutes les habitudes, les pratiques et les usages auxquels, dans une vie même, nous pouvions être habitués. Les chiffres que l'on observe en la matière sont spectaculaires. On considère par exemple qu'au rythme des innovations observées en 2000, il aurait fallu simplement 20 ans pour réaliser l'ensemble des innovations qui ont été constatées tout au long du XXe siècle.
et que si ce rythme était maintenu tout au long du XXIe, on pourrait réaliser en moins d'un siècle la totalité des innovations réalisées par l'humanité depuis que la civilisation s'est organisée. C'est dire la vitesse à laquelle le changement est en train de s'opérer et que nous pouvons parfois avoir le sentiment d'être moins à l'initiative du changement que d'une certaine manière produit par lui et que la créature ou que les créatures que pourrait produire cette technologie sont en train de nous échapper, ce qui pose évidemment la question de la démocratie, puisque si le changement n'est plus le fait de la volonté politique, mais d'un mouvement qui lui échappe et dans lequel elle est intégrée, la question de savoir quelle société nous voulons prend évidemment des caractéristiques nouvelles et différentes. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il était indispensable, sur cette question particulière, mais en ouvrant un débat plus large, nous puissions nous interroger sur ces évolutions. La deuxième raison qui m'a conduit à déposer ce texte, c'est une raison qui tient cette fois non pas à l'ampleur du changement, mais à sa nature. Jusqu'à présent, le changement technique, technologique, l'innovation avait surtout concerné les organisations. Depuis maintenant quelques décennies, elle touche à la personne elle-même. Certes, la révolution numérique a touché à des sujets qui intéressent la personnalité dans ses éléments les plus essentiels, à commencer par la connaissance. Elle traite des données qui touchent à sa vie quotidienne, à son travail, à ses loisirs, aux recherches qu'il opère pour effectuer des acquisitions commerciales, mais aussi aux relations que la personne entretient avec ses proches ou avec ses amis. Toutes ces données font l'objet de traitements de plus en plus rapides, de plus en plus poussés à des fins commerciales, ce dont nous pouvons discuter, parfois à des fins de renseignement et de police, ce que l'affaire Snowden nous a révélé. Et avec le traitement des données biométriques, ce sont des données qui touchent à la personne elle-même, le corps physique, son intégrité, qui sont désormais mises en question. Et ce débat et cette évolution, me semble-t-il, mérite une discussion. D'autant plus que le cadre juridique dans lequel ce changement s'opère me paraît nécessaire, me paraît mal ajusté. Lorsque l'on regarde comment les choses aujourd'hui sont prises en compte, on s'aperçoit que peu de protections en réalité sont mises en place. J'ai évoqué tout à l'heure la loi de 1978 et le règlement et la loi de 2004 avec la perspective du règlement européen, mais rien n'encadre les conditions dans lesquelles la CNIL est amenée à autoriser les traitements biométriques. Les critères sont laissés à sa seule appréciation, ce qui conduit la CNIL aujourd'hui à autoriser des traitements biométriques, non plus simplement dits de sécurité, mais de confort, comme par exemple la reconnaissance du contour de la main pour accéder à une cantine scolaire ou accéder à un équipement sportif, ce qui banalise indiscutablement le recours à la biométrie et crée une situation nouvelle. À cela s'ajoute le fait que, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a été appelé à refuser aux données biométriques une protection équivalente, mais c'est vrai aussi pour le Conseil d'État, à celle qui protège le corps humain. L'inviolabilité et l'indisponibilité ne s'appliquent pas pour l'instant à ces données. Or, comme je l'ai indiqué, ces données touchent à l'intimité de la personne et leur utilisation et leur recours pose un problème, me semble-t-il, extrêmement important, qui n'est pas simplement juridique ou économique, qui est philosophique, qui est celui de l'objectivation de la personne. Dans quelles conditions peut-on accepter que des éléments qui sont directement liés à la personne puissent être ainsi utilisés et traités? Qu'est-ce qui nous paraît justifier le recours à ce type de données? Ne peut-on pas considérer qu'il y a, si la banalisation devait s'installer, un risque de finalement mesurer la personne uniquement au regard de cette appréciation mesurable, numérisable, comme si au fond ne comptait plus non pas la valeur ou l'appréciation personnelle, mais la mesure que l'on peut en faire, c'est-à-dire au fond une logique qui devient purement économique ou ce qu'on aurait pu appeler autrefois une rationalité sur le banc des philosophes, purement instrumentale. Est-ce qu'il n'y a pas là le risque d'un changement profond de notre société? Ce sont toutes ces questions que je souhaitais aborder à travers le texte qui a été déposé, sans avoir le sentiment d'avoir une solution et une réponse totalement satisfaisante, mais en revanche avec la conviction que ce débat devait se tenir dans nos assemblées, tant il a d'implications, je l'ai indiqué, pas seulement sur le plan économique et juridique, mais aussi sur le plan philosophique. La proposition qui vous est présentée se contente donc aujourd'hui, non pas de traiter des questions comme, par exemple, le développement de la biométrie, je le regrette presque, mais il s'agit d'ouvrir le débat, comme le développement de la biométrie dans le cadre de relations contractuelles, qui sont celles qui unissent l'utilisateur d'un outil numérique
à la société qui le lui propose. Par exemple, vous avez vu la volonté d'Apple de développer récemment un nouveau type de téléphone auquel on peut accéder en utilisant l'empreinte digitale. Il n'a pas connu un grand succès, mais c'est un élément nouveau. On sait que Facebook, par exemple, est en train de travailler sur un système de reconnaissance faciale qui n'a pas là pour objet de faciliter l'activité des utilisateurs de Facebook, mais d'améliorer le profilage, en essayant de repérer quelles sont les humeurs au moment où la personne est en train d'entrer une information ou de passer une commande. Est-ce que c'est un achat d'impulsion? Est-ce que c'est un achat réfléchi? Est-ce que c'est un achat colérique? Est-ce que c'est un achat qui traduit au fond une impatience et un manque? Bref, tous ces éléments aujourd'hui intéressent ces grandes sociétés qui sont en train par conséquent de transformer ce qui est notre vie même, c'est-à-dire le droit qui est le nôtre, me semble-t-il, à hésiter, notre droit à l'imprécision, même le droit à l'erreur, le droit à l'errance, le droit au secret, à vouloir pénétrer dans ces éléments pour en faire un élément de politique commerciale. Ces sujets méritent donc d'être discutés. La proposition que je vous présente ne vise pas à régler ces questions de relations contractuelles, encore que cela mériterait discussion, mais simplement à indiquer aujourd'hui, comme un butoir que nous pourrions installer, à indiquer que lorsque l'on souhaite développer un traitement de données biométriques, on ne doit pouvoir le faire que lorsqu'il y a une exigence majeure de sécurité concernant la nature du site que l'on veut protéger, la nature des personnes qui s'y trouvent ou la nature des informations qui sont concernées, un intérêt qui doit dépasser le pur intérêt commercial et qui doit représenter une préoccupation plus large. C'est ce que rappellera tout à l'heure, j'en suis sûr, notre rapporteur et qui tentera de préciser par un amendement les éléments qui figurent dans ce texte. Voilà, mes chers collègues, à la fois la motivation qui est la mienne, tout en sachant évidemment qu'en entrant sur ce terrain, nous nous exposons à des critiques très vives, puisqu'on peut donner le sentiment de vouloir s'opposer, comme je l'ai indiqué, à la marche inéluctable du progrès. J'ai pourtant le sentiment qu'en le faisant, nous sommes dans la tradition de notre Haute Assemblée, qui consiste à tenter d'examiner les questions de fond avec patience et impartialité, en rappelant à notre société qu'elle n'est pas là simplement pour répondre à des modes ou à la loi du marché, mais pour rappeler des valeurs auxquelles elle reste attachée. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François Pillet, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, parce que la biométrie embrasse l'ensemble des procédés qui identifient un individu à partir de la mesure de l'une ou de plusieurs de ses caractéristiques physiques, physiologiques, voire comportementales, parce que, produite par le corps, la donnée biométrique le désigne ou le représente de façon immuable, parce que ces données concernent la propriété la plus proche de l'immatérialité de chaque être, parce que les catégories classant ces techniques évoluent, ainsi il en est ainsi des traces, des données dites traçantes, avec la multiplication des engins vidéo qui placent désormais la reconnaissance faciale dans les techniques traçantes, ce qui n'était pas le cas au départ, parce que ces évolutions peuvent inquiéter, la réflexion à laquelle nous invite Gaëtan Gors est particulièrement opportune. Le Sénat doit se donner une doctrine sur l'usage et la conservation des données biométriques dans la perspective de l'examen prochain du projet de loi sur les libertés numériques. À l'initiative de la CNIL, le législateur a soumis par la loi du 6 août 2004 le traitement des données biométriques à un régime d'autorisation préalable. Afin d'ailleurs de faciliter le travail de la CNIL, l'article 25 prévoit que les traitements identiques peuvent être autorisés par une décision unique. Cela concerne par exemple la reconnaissance par le contour de la main pour l'accès à un restaurant scolaire. La France s'est ainsi dotée de l'un des régimes les plus protecteurs en la matière, mais sans que le législateur se soit prononcé quant à la pertinence des différents usages des techniques biométriques, laissant à la CNIL toute latitude pour élaborer une doctrine. Or, cette dernière est en cours d'évolution. Comme pour toute autre autorisation, l'examen par la CNIL consiste en l'analyse de la proportionnalité eu égard à la finalité envisagée. De 2005 à 2012, la CNIL a distingué les techniques biométriques à traces, susceptibles d'être capturées à l'insu de la personne, des techniques sans traces, comme le contour de la main, la reconnaissance vocale, le réseau veineux du doigt ou l'iris. Et à partir de 2013,
Elle a pris conscience de la faiblesse de cette classification et engagé une réflexion engageant 3 cas. Le premier cas, la biométrie de sécurité, indispensable pour répondre à une contrainte de sécurité physique ou logique d'un organisme, imposée à des utilisateurs. Ceux-ci doivent cependant être informés des conditions d'utilisation du dispositif. On peut penser à des exemples comme celui protégeant l'accès à l'île longue. Deuxième cas, la biométrie de service ou de confort. Reposant sur le libre consentement de l'usager, celui-ci se voit proposer sans contrainte ni surcoût un dispositif alternatif. Et puis enfin, troisième cas, les expérimentations, c'est-à-dire les travaux de recherche fondamentale menés par les laboratoires ou le test de dispositifs avant leur implémentation éventuelle. Adaptant ces exigences aux finalités de chaque traitement, la CNIL ne s'autorise pas à juger de leur pertinence. Or, l'utilisation de la biométrie se banalise et se répand dans tous les domaines de la vie quotidienne, notamment pour sécuriser les transactions financières. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui peut faire office de première pierre à la construction de la réflexion sénatoriale. Gaëtan Gors s'interroge sur la légitimité de certains usages, comme celui déterminant l'accès dans les cantines scolaires. Sécurisante par son ergonomie, la biométrie de confort n'est, il est vrai, guère rassurante quant à la valeur du consentement des usagers. Les parents ont-ils vraiment le choix de refuser l'application de ces techniques pour les enfants qui fréquentent les cantines? L'exposé des motifs invite à penser un statut spécifique pour les données biométriques qui ne peuvent bénéficier de la protection de l'article 16.1 du Code civil. Le dispositif de la proposition de loi complète l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 qui soumet à autorisation de la CNIL les traitements non étatiques. Les traitements mis en œuvre pour le compte de l'État seraient effectivement ainsi exclus du champ de la proposition de loi qui n'encadrerait que le pouvoir de la CNIL et non le pouvoir réglementaire. À ce propos, je vous rappelle d'ailleurs que le Conseil constitutionnel, par sa censure partielle de la loi de 2012 relative à la protection de l'identité, n'a pas interdit l'usage de la biométrie, mais seulement la portée de certains fichiers. La proposition de loi ne définit pas un statut de la donnée biométrique, mais elle conditionne l'autorisation de son traitement par la CNIL à, je cite, une stricte nécessité de sécurité. Cette formule pose problème, nous y reviendrons. Ne sont pas incluses dans le champ de la proposition de loi les activités exclusivement personnelles, comme l'ouverture de sessions sur les nouveaux iPhones par reconnaissance digitale ou de visage. Cela mériterait pourtant, je l'estime, que l'on s'interroge. Quant aux effets du texte proposé sur les dispositifs existants, la CNIL estime, à juste raison, que toutes les autorisations délivrées jusqu'à présent ne seraient pas reconduites et que sa nouvelle doctrine ne pourrait être conservée. Enfin, la proposition autorise implicitement les expérimentations. Le problème fondamental est le rôle que nous voulons jouer. En 2004, le législateur n'a pas saisi l'occasion de se prononcer sur les usages légitimes de la biométrie. J'estime que ce rôle lui revient et qu'il ne peut pas le laisser à un organisme comme la CNIL, si sérieux soit-il. Or, le gouvernement devrait déposer un projet de loi sur les libertés numériques. Le Conseil de l'Europe s'apprête à réviser la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dite Convention 108. Son article 6 inviterait le législateur à encadrer le traitement des données biométriques. Je partage l'objectif de promouvoir un usage raisonné des techniques biométriques sous quelques réserves. Il faut que notre décision soit cohérente avec le règlement européen à venir sur la protection des données à caractère personnel qui sera d'application directe. Toute contrainte a priori serait supprimée au bénéfice d'un contrôle a posteriori renforcé. La résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 interdit le traitement des données biométriques en prévoyant des exceptions, en particulier si la personne y a consenti, à moins qu'une disposition nationale y fasse obstacle. La notion de stricte nécessité de sécurité a semblé insuffisamment précise à de nombreuses personnes entendues lors des auditions. Je suggère qu'elle soit précisée et entendue de façon ni trop large ni trop étroite, ce qui pourrait être contre-productif, puisqu'elle inciterait les acteurs à acheter des services à l'étranger échappant à la loi française. La notion d'intérêt excédant l'intérêt propre de l'organisme, introduite par une communication de la CNIL datant de 2007,
pourrait certainement y aider. Enfin, pour éviter que certaines dispositions se trouvent hors la loi, un dispositif transitoire est nécessaire. Cette proposition de loi ouvre donc un débat utile sur un patrimoine humain qui doit être protégé. Le Sénat doit se forger une opinion sur la question et affirmer que l'on ne peut faire n'importe quel usage des données biométriques, même pour des raisons de confort. J'en viens maintenant au texte de la commission des lois. À mon initiative, celle-ci a adopté 2 amendements. Prenons d'abord le second, qui crée un article 2 qui ne pose aucune difficulté, puisqu'il prévoit un dispositif transitoire afin d'accorder un délai de 3 ans aux responsables de traitement pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation. En revanche, le premier, qui réécrit l'article 1er, suscite des interrogations et hésitations. Une critique a été émise à l'encontre de l'imprécision des 2 expressions « enjeu majeur dépassant l'intérêt strict de l'organisme » et, deuxième expression, « préjudice grave et irréversible ». Je vais donc m'arrêter un instant sur chacune d'entre elles, à seule fin d'expliquer mon intention, de façon à ce que nous puissions débattre sereinement. Première condition, première expression. Enjeu majeur dépassant l'intérêt strict de l'organisme. Ce qui motive cette expression est la volonté de proclamer ici la nature particulière des données biométriques et d'affirmer que leur utilisation, loin d'être anodine, doit poursuivre un intérêt en quelque sorte supérieur. Si la société accepte que soit utilisé ce type de données, c'est à la condition qu'elle y trouve son compte soit en tant que collectivité, soit au travers de chacun de nous. Cette expression peut recouvrir en particulier le cas d'usage de la biométrie dans la sécurisation des transactions financières, car au-delà même de l'intérêt de la banque et du commerçant, il en va bien de l'intérêt même du citoyen consommateur. Cela étant dit, nous verrons à l'occasion de la discussion que la rédaction de cette condition peut être amendée. En revanche, issu en quelque sorte de la jurisprudence de la CNIL, il ne peut lui être adressé le grief d'imprécision. Comment pourrait-on prétendre qu'il y a ici un risque d'insécurité juridique, alors même que nous disposons du corpus des délibérations de la CNIL pour nous assister dans son interprétation? J'invite ceux dont le doute persisterait à consulter la communication de la CNIL en date du 28 décembre 2007. Celle-ci nous fournit notamment de nombreux exemples de dispositifs autorisés, car entrant dans le cadre d'un, je cite la formule qui n'est pas de moi, enjeu majeur dépassant l'intérêt strict de l'organisme. La protection, par exemple, d'installations nucléaires, de sites classés Céveso, d'entreprises travaillant pour la défense nationale, de salles contenant des informations confidentielles de défense, et même d'un service de l'éducation nationale contenant les sujets d'examen et de concours, répond à cette définition, à cette condition. Deuxième condition et deuxième expression, préjudice grave et irréversible. Cette expression est issue de l'exposé des motifs de la proposition de loi de notre collègue Gaëtan Gors. Et je vous rappelle, et cela suffit à maintenir cette expression, que nous nous situons ici dans la loi informatique et liberté qui vise à protéger les personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette expression sera maintenue si vous l'acceptez, le gouvernement l'acceptant également. Je ferai en outre observer qu'à l'heure du numérique, toute donnée est aisément reproductible et qu'elle peut être stockée à moindre coût en de multiples endroits. Et en cas de fuite, les conséquences sont effectivement irréversibles. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple de l'accès à ce que j'appellerais mon nuage. Si j'avais recours demain à une technique biométrique pour accéder à mon espace sur un cloud et que celui-ci soit piraté, le hacker pourrait disposer de mon identifiant et l'utiliser pour usurper lui-même mon identité. La conséquence est tout de même grave, car il en serait que je ne pourrais plus moi-même utiliser cet élément biométrique pour m'identifier à l'avenir. Autrement dit, une partie de moi-même ne m'appartiendrait plus. Sous réserve d'amendements attachés essentiellement à affiner la rédaction de cette proposition de loi et avec l'accord unanime des membres de la commission des lois, je vous proposerai de l'adopter. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le sénateur Gors, Monsieur le rapporteur Pillet, Mesdames et Messieurs les sénateurs.
Voilà un débat qui nous situe à l'interface entre le passé et l'avenir. Cicéron disait que si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. C'est dire que le corps a un sens et que son utilisation n'est pas anodine. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le peuple Maasai en Tanzanie refuse d'être photographié par crainte de voir son âme voler. L'inquiétude qui perce dans le sujet que nous examinons aujourd'hui est réelle. Elle correspond à un sentiment d'insécurité présent chez les Français et qu'il faut savoir entendre. Une étude récente du CREDOC montrait que les Français sont réservés sur l'usage de la biométrie dans la vie quotidienne. Ils sont d'accord pour que les données biométriques soient utilisées lorsqu'il s'agit des fichiers de police ou pour les pièces d'identité. Cela relève du domaine du régalien, de l'institutionnel, de la sécurité nationale. La réticence est plus forte en revanche lorsque ces données sont amenées à être utilisées dans un cadre marchand. C'est beaucoup moins accepté. Pour les transactions bancaires, par exemple, moins de 30% des Français souhaitent que leurs données biométriques soient utilisées. Ce constat est paradoxal si l'on considère, comme le montrent les chiffres, que les Français sont très friands d'innovation. Et il s'agit là, par ce texte que vous proposez, de lever le paradoxe entre ce choix d'une innovation du futur encore inconnue et la préservation de certaines libertés et du respect de la vie privée. C'est la raison pour laquelle je considère, avec le gouvernement, que ce débat est très utile et que vous avez raison, c'est ici qu'il doit avoir lieu. La législation française est complète, très protectrice des données personnelles, spécialement au regard d'autres cadres législatifs en Europe ou ailleurs dans le monde, mais la loi de 1978 relative à l'informatique et aux libertés ne précise pas la finalité qui doit être poursuivie dans l'usage et le recueil des données biométriques. Je remercie donc ici les sénateurs et en particulier Monsieur le sénateur Gors et Monsieur le sénateur Pillet pour ce travail qu'ils ont initié. C'est un sujet fondamental puisqu'il relève effectivement de la question du corps humain. Cela a été évoqué. Le chapitre 2 du Code civil relatif à la dignité, à l'intégrité du corps humain sont là en filigrane de tout le corpus réglementaire relatif aux données biométriques. On voit bien que l'esprit du Code civil doit nous inspirer dans ce débat. C'est d'autant plus vrai que les données biométriques ont des caractéristiques particulières qui ont été déjà citées. Elles sont irrévocables, elles revêtent un caractère d'unicité et de permanence. Ce débat s'inscrit dans un contexte qui est celui d'une réticence des Français que j'ai déjà évoqué, mais aussi d'un usage croissant aux applications biométriques et d'un nombre croissant d'autorisations délivrées par la CNIL. Les usages se développent, que cela concerne les transactions de paiement ou encore la reconnaissance faciale ou vocale dans l'usage de terminaux mobiles. Alors, faut-il d'emblée s'insurger? Certaines applications concrètes nous montrent que les données biométriques peuvent avoir un usage utile. Nous avons en France certaines entreprises qui sont spécialistes et leaders mondiaux du développement des terminaux biométriques qui combinent par exemple deux biométries pour limiter justement les risques d'usurpation d'identité. La biométrie devient donc utile pour répondre au sentiment d'insécurité né du progrès technologique. D'autres exemples, en particulier nés au sein du pôle de compétitivité de Lille,
montre qu'il est possible de développer des prototypes de paiement avec une authentification biométrique et un stockage sécurisé sur un support qui est détenu par les individus. Ici, il s'agit de payer pour une transaction commerciale au moyen d'un support autonome, individuel, qui contient des données biométriques appartenant à un individu, mais détachées d'un stockage qui serait effectué par une entreprise ou une tierce partie. La France est aussi à l'avant-garde de ce que l'on appelle la cryptobiométrie. Cela permet de rendre les données biométriques révocables. En cas de vol de données, il est donc possible de rechercher et de récupérer des données biométriques. Et j'alerte ici sur le risque de bloquer la recherche et le développement, en particulier dans ce secteur. Et puis cela a été cité comme exemple, le verrouillage d'un téléphone portable grâce à l'usage d'une empreinte digitale liée à un seul doigt. La réalité, c'est que le niveau de sécurité de ce que l'on peut considérer être un gadget est assez faible et que surtout il s'agit là d'un usage domestique du téléphone et cela relève de l'exception domestique telle qu'elle est considérée par la CNIL puisque cet usage propre est laissé dans le téléphone appartenant à l'individu et n'est pas lié à une collecte extérieure. Donc, vous voyez, les cas de figure sont très divers, d'où l'importance de légiférer de manière éclairée et en lien avec toutes ces applications pratiques. J'aurais pu aussi donner l'exemple des élections au Mali. Quel rapport, me direz-vous? Eh bien, en l'absence d'état civil, dans un pays où l'état de guerre n'a pas permis un recensement de la population qui soit fiable, eh bien c'est la biométrie qui a permis de réaliser en quelques mois ce recensement et d'organiser un scrutin démocratique grâce à la collecte d'empreintes digitales. On peut considérer pour autant que les risques liés à l'usage biométrique sont aussi importants. Le risque d'usurpation d'identité, qui aurait des conséquences graves, de la perte ou de la corruption des bases de données biométriques. Prenons un exemple. Aux États-Unis, lorsque l'on arrive sur le sol américain, que ce soit par voie aérienne, maritime ou terrestre, les empreintes digitales qui sont prises au moment de l'arrivée sont conservées pendant 75 ans. Je dois me rendre à New York à la fin juin. Eh bien, cela signifie que les Américains détiendront mes empreintes digitales jusqu'en 2089. Est-ce là ce que l'on souhaite pour notre pays et nos concitoyens? Je pose la question. En tout cas, cela aboutit à des pratiques extrêmes, en particulier de mutilation, où certaines personnes se brûlent les doigts pour fausser les pistes dans l'utilisation de leurs données biométriques. Et puis, il est vrai que la reconnaissance faciale, notamment permise sur certains réseaux sociaux, ou en tout cas qui fait l'objet de recherches à l'heure actuelle, peut induire un sentiment de dépossession. On sait qu'une fonction qui est autorisée aux États-Unis de recherche de l'identité par l'image ne l'est pas en Europe grâce à une législation protectrice, mais pour combien de temps? Et puis enfin, concernant tout particulièrement les mineurs, il y a un risque, sans doute réel, d'une banalisation de l'usage des données biométriques, avec une accoutumance à cet usage et donc une acceptation du confort commercial que peut induire ces usages. Donc toutes ces questions doivent être posées, d'où l'importance de ce débat. Pour autant, et j'en viens au texte plus précisément, je regrette le fait qu'il ne soit pas accompagné d'une étude d'impact. C'est particulièrement vrai de l'étude d'impact économique. Nous avons en France des sociétés innovantes qui ont développé des technologies en lien avec le secteur de la confiance numérique. C'est un secteur en plein essor qui, justement, fait de la France et de sa législation protectrice en matière de données une source d'attractivité économique. Nos sociétés ont dû s'adapter au cadre législatif et réglementaire et développer des technologies qui sont aujourd'hui recherchées
à l'étranger. Il eût fallu pouvoir analyser l'impact d'une nouvelle législation sur ce domaine économique et industriel qui embauche des dizaines de milliers de salariés en France. Nous touchons là à l'économie de la donnée, de la data. Or, il est désormais commun de dire qu'il s'agit du pétrole du XXIe siècle. Les services aujourd'hui sont tournés et seront à l'avenir plus encore tournés vers la collecte de la donnée. Il faut à la fois s'inscrire dans la tradition des valeurs fondamentales françaises, mais aussi ne pas bloquer l'innovation en ce domaine. Le rapporteur a fait certaines propositions avec lesquelles je suis en plein accord. Par exemple, permettre, grâce à la biométrie, l'accès à des locaux ou à un ordinateur à des fins de sécurité. Cela va d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence de la CNIL qui, lors de la vie salariale au sein d'une entreprise, autorise l'usage de la donnée biométrique pour l'accès aux locaux et pour l'accès à la cantine. Ce n'est pas vrai du contrôle des horaires qui n'est désormais plus autorisé par le recours à la donnée biométrique. Le rapporteur veut aussi permettre l'authentification par un paiement. Je crois que c'est là un domaine qui est une technologie d'avenir et qu'il ne faut pas fermer les possibilités technologiques à cet égard. En revanche, il est proposé d'interdire l'usage de la biométrie aux mineurs, en particulier dans les cantines scolaires. Cela me paraît relever du bon sens. Il est également proposé d'interdire a priori l'usage pour accéder à des services tels les piscines. Là aussi, le débat reste ouvert, mais on peut s'interroger sur l'utilité de la donnée biométrique pour ces usages dits de confort. La proposition de loi aurait bénéficié d'être accompagnée d'une analyse des risques. Une analyse des risques, qu'est-ce que c'est ? Derrière une terminologie un peu technique, du point de vue de la sécurité des systèmes d'information, cela vise à objectiver les mesures de sécurité à réaliser pour répondre à des risques qui sont identifiés en fonction de certains critères. Par exemple, le nombre de personnes concernées, le type de données collectées, l'infrastructure informatique utilisée. Or, en l'espèce, aucune analyse de risque n'est conduite en fonction des cas particuliers qui peuvent se présenter. Il n'y a pas non plus d'évaluation d'impact sur la vie privée. Or, ces évaluations d'impact, qui sont relativement récentes dans le droit des données, se répandent et sont très certainement utiles aux législateurs comme aux citoyens et aux entreprises lorsqu'il s'agit de légiférer en matière de données personnelles. On pourrait donc considérer qu'une telle évaluation serait utile. Enfin, un travail en collaboration avec des institutions telles la CNIL ou l'ANSSI, qui a développé certaines méthodes de travail pour développer des processus de certification, des normes de confiance sur d'autres secteurs que celui de la confiance numérique, eh bien, une consultation, par exemple, de l'ANSSI ou l'exploration de pistes de travail avec ces institutions pourrait être utile. Alors, la position du gouvernement, elle consiste d'abord à saluer le travail des parlementaires et à s'assurer du soutien dans la poursuite de l'objectif qui a été exprimé. Il faut fixer effectivement par la voie législative des principes clairs qui doivent à la fois guider les autorités administratives indépendantes dans leur travail, mais sans freiner l'innovation biométrique. Par exemple, dans le cas des expérimentations, il faut permettre que la recherche et le développement se poursuivent en la matière. Alors, le gouvernement propose un amendement pour améliorer le texte tout en maintenant, à notre sens, l'équilibre qui a été trouvé par la commission des lois, avec deux objectifs précis liés à cet amendement. D'abord, clarifier la finalité pour laquelle les traitements pourraient être autorisés. Dans le texte de la commission, deux finalités sont citées. D'abord, celle du contrôle d'accès,
et puis celle de la protection des personnes, des biens et des données. Il me semble que c'est cette dernière finalité qui est la plus pertinente. Et puis un second objectif, poursuivi par l'amendement déposé par le gouvernement, celui de clarifier la notion d'enjeu dépassant l'intérêt de l'organisme. Cette notion nous semble insuffisamment précise. Elle utilise un langage qui est celui de la CNIL, mais en tout cas se rapproche de la doctrine technique de la CNIL, mais relève moins du domaine de la loi. Il me semble que nous devrions affiner la terminologie juridique en ce domaine, notamment pour continuer à permettre le paiement. Lors d'un paiement, l'intérêt de la sécurité ne se limite pas à l'intérêt du marchand, il s'étend à l'intérêt de l'usager, du consommateur, mais aussi du marché économique de manière générale, puisque la sécurité de la transaction participe de la confiance des acteurs économiques dans leur ensemble. Pour l'ensemble de ces raisons, je propose de continuer ce travail qui a été initié par les sénateurs, notamment, peut-être, si vous en êtes d'accord, par la création d'un groupe de travail qui permettrait d'affiner les réflexions sur ce sujet entre la lecture de la proposition de loi au Sénat et son examen à l'Assemblée nationale. En fonction du calendrier législatif et du calendrier du travail gouvernemental, il sera peut-être possible d'intégrer certaines des dispositions adoptées ou à tout le moins examinées par les parlementaires dans le futur projet de loi. Il y a une tradition française de protection des données. Il s'agit, vous l'aurez compris, de ne pas aller à l'encontre de cette tradition, au contraire de l'affirmer et d'en faire une source d'attractivité au plan international. Pour autant, dans ce débat entre liberté d'une part et sécurité de l'autre, il s'agit aussi de trouver la frontière juste qui permettra de ne pas freiner l'innovation en France, mais au contraire d'encourager les acteurs économiques et la puissance publique à agir en bonne conscience. Merci. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite des discussions générales, la parole est à Madame Virginie Claes pour 10 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet. Il est vrai que ce qui est peut-être le plus surprenant dans les constats qu'on fait aujourd'hui, c'est la perception qu'ont les Français des données biométriques, la perception et la connaissance qu'ils en ont. L'étude du CREDOC a déjà été rappelée et les Français sont assez d'accord pour craindre un détournement des données biométriques par les entreprises privées ou les employeurs, sont d'accord par contre pour faire confiance à l'institution, notamment en matière de sécurité pour ce qui est de l'usage des données biométriques, et parallèlement ont une certaine inconscience, je pense, ou méconnaissance de toutes les traces biométriques qu'on laisse partout où l'on passe de façon automatique. En vous écoutant, Madame la Ministre, tout à l'heure, je pensais aussi à ces phéromones, par exemple, dont personne n'a encore parlé, qui sont ces substances chimiques un peu particulières, mais qui signent chaque individu, qui signent chacun d'entre nous, et qui font partie de ces données biométriques qui feront sans doute l'objet d'investigations de la part des entreprises qui s'intéressent aux données biométriques et qui sont cette fois-ci parfaitement inconscientes et je crois totalement méconnues et inconnues des Français. Donc il y a cet espace à la fois d'acceptation et de rejet, de crainte de ce que l'on va faire des données biométriques et puis pour autant une certaine inconscience à les laisser sans vraiment s'en apercevoir. Et on assiste de ce fait à une banalisation, me semble-t-il, dangereuse de ce qu'on appelle la biométrie de service. On l'a vu, on en a parlé, monsieur le rapporteur, vous l'avez particulièrement signalé dans votre rapport, tous ces dispositifs autour de la restauration qui utilisent la reconnaissance biométrique, autour même des loisirs dans certains cas.
Il y a même un département où il y a une gestion de cartes de fidélité qui utilise des données biométriques. Donc tous ces usages banalisés des données biométriques doivent, me semble-t-il, faire l'objet d'une attention particulière du législateur et doivent faire l'objet aussi de pédagogie et d'explication auprès des Français. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, très bien tout à l'heure, finalement, ces données biométriques, c'est une partie de moi et c'est une partie de moi qui m'échappe sans que je l'ai voulu, sans que je l'ai accepté, sans que j'en ai été conscient à un moment ou à un autre. Je crois que c'est pour ça qu'il est important de bien expliquer, de bien dire, et profitons-en aujourd'hui puisque le sujet est abordé publiquement, bien dire que la force, la puissance de cet outil des données biométriques est aujourd'hui liée au développement des logiciels et au développement de l'informatique. Tout notre corps, tout ce que nous pensons, enfin pas pensons, mais tout ce qui émane de notre corps peut aujourd'hui être numérisé, ensuite logique, et conservé de façon très simple et très signante de nous dans les logiciels informatiques et par croisement de fichiers ou par croisement informatique être retrouvés. On parle souvent de génétique et de chromosomes, donc on a tous en tête l'image du petit chromosome en X, etc., ou en Y. On oublie qu'en fait la signature chromosomique, c'est pas ça. C'est une succession, ce qu'on appelle de bases azotées, qu'on a l'habitude dans les milieux bio de désigner par leur initiale, donc ATGC. Et donc c'est cette succession ATGC, GCAT, etc., qui nous signe de façon très unique dans les logiciels informatiques et qui permet de nous retrouver de façon unique. Quand on parle de données biométriques, je ne suis pas certaine que les Français pensent à leur comportement, pensent à leur démarche, pensent à la façon qu'ils ont de taper sur l'ordinateur et sur le clavier de l'ordinateur. Tout ça, ce sont des données biométriques qui sont importantes, une fois de plus, qui sont très signantes de chacun d'entre nous. Et ce qui, autrefois, faisait la frontière pour la CNIL entre traçant et non traçant disparaît aujourd'hui, et là encore, monsieur le rapporteur, vous l'avez souligné dans votre rapport. Par exemple, tout ce qui est reconnaissance faciale est aujourd'hui traçant dans la mesure où la vidéoprotection s'est développée et où de nombreuses images de nous sont enregistrées et permettent de nous retrouver et de nous identifier grâce à ces phénomènes de reconnaissance faciale, grâce à tout ce qui est développé autour de la reconnaissance faciale. Donc je partage bien évidemment toutes les réserves énoncées, si bien énoncées d'ailleurs tout à l'heure par notre collègue Gaëtan Gors, sur les données biométriques et sur leur utilisation et sur la nécessité de les protéger et de les considérer comme effectivement une partie de nous, une partie du corps humain, inviolable en principe, en tout cas devrait l'être, même si aujourd'hui, le texte de loi qui nous est proposé ne va pas jusque-là, ne va pas jusqu'à donner un statut aux données biométriques. Alors, vous l'avez dit, Madame la Ministre notamment, et d'autres avant vous, le rapporteur et Gaëtan Gors l'ont dit, c'est vrai que, et heureusement, les données biométriques et l'utilisation des biométriques ont des avantages, notamment limiter l'usurpation d'identité. Mais on va revenir au débat que nous avons eu dans cette instance, dans cette haute assemblée, au moment de la carte nationale d'identité électronique. Ce qui fait débat, ce qui faisait débat beaucoup plus, c'était pas tellement la donnée biométrique en elle-même, c'était son stockage. Et là, il est important, je pense, de bien expliquer aussi la différence entre un stockage centralisé qui ne pourra jamais être sécurisé à 100%, qui sera toujours disponible malheureusement pour des hackers ou pour des gens particulièrement mal intentionnés, et un stockage limité à l'endroit, à l'accès que l'on veut protéger, un stockage limité à une carte ou un badge porté par l'individu avec ses empreintes biométriques à lui, ses données biométriques à lui, donc il maîtrise. Il faut bien expliquer aussi la différence entre l'authentification de quelqu'un et son identification. Donc l'authentification qui ne peut se faire qu'en présence de la personne et donc du corps et du prolongement du corps qu'est la donnée biométrique à un moment précis et à un endroit précis. Donc toutes ces choses sont, me semble-t-il, extrêmement importantes à prendre en considération et à ne surtout pas oublier d'expliquer quand on parle aux Français des données biométriques. La biométrie, ce n'est pas seulement l'empreinte digitale, ce n'est pas seulement l'ADN, c'est le comportement, c'est tout ce que l'on émet, tout ce qui vient de notre corps, tout ce qui vient de nous, tout ce qui nous signe, et qu'on peut aujourd'hui mettre en équation mathématique ou mettre en succession mathématique, et qui, grâce
à l'informatique, grâce au développement formidable des logiciels et de l'informatique, permet de nous retrouver et de nous retracer dans de multiples endroits. Donc bien évidemment, nous suivrons Gaëtan Gors sur le sujet et nous voterons cette proposition de loi, tout en étant conscients qu'elle ne règle pas tout en étant conscient qu'elle doit s'inscrire effectivement dans un débat sur les numériques, tout en étant conscient qu'il ne faut pas, c'est vrai, empêcher pour autant le développement technologique, mais que ce développement technologique, cette recherche, doivent se faire dans un cadre imposé par le législateur, qui est un cadre respectueux d'un équilibre nécessaire entre les libertés publiques et privées et effectivement la recherche et la technologie et la position de la France sur la scène mondiale sur le sujet. Donc il nous semble que ce texte va dans ce sens. Il reste effectivement du travail à faire. Il reste des textes à examiner, notamment la loi sur les numériques qui va venir en discussion d'ici peu. Mais c'est déjà un premier pas important, intéressant, que de limiter l'usage des données biométriques à ce qui relève de la stricte nécessité de sécurité, même si ces termes ont effectivement été explicités par des amendements, notamment de notre rapporteur, et je crois explicités encore par un amendement du gouvernement qu'on a examiné en commission ce matin. Donc nous voterons ce texte sans aucune hésitation, proposé par Gaëtan Gors, en le remerciant de son travail et en remerciant aussi le rapporteur pour le travail qu'il a fait sur la rédaction du sujet. Merci, mes chers collègues. Dans la suite discussion générale, la parole est à Monsieur François Fortassin pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'auteur de cette proposition de loi, mes chers collègues, l'ère de la biotechnologie et de l'informatique permet désormais l'entrée des phénomènes propres à la vie de l'espèce humaine dans l'ordre du savoir et du pouvoir, et par conséquent dans le domaine du droit. Cette nouvelle ère conduit à une mise en réseau croissante de données individuelles, parmi lesquelles certaines sont identifiantes, notamment les données biométriques. À l'heure de l'essor de la biométrie dans de nombreux domaines de la vie courante, ces techniques posent des questions critiques en matière de sécurité et de liberté, questions auxquelles le législateur se doit de répondre. La biométrie est un dispositif qui permet d'identifier l'individu à partir de caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Elles sont produites par le corps lui-même et le désignent de façon définitive, permettant de ce fait le traçage des individus et leur identification certaine. La liste des procédés biométriques actuellement opérationnels va de l'ADN à l'empreinte digitale, à l'empreinte palmaire, en passant par la rétine, l'iris, la reconnaissance faciale, la géométrie du contour de la main, la voix, l'écriture manuscrite qui se traduit par une analyse dynamique des gestes usuels accomplis pour chacun pour signer, ou encore la façon de taper sur un clavier. Or, aujourd'hui, le risque est bien celui de la banalisation du recours à la biométrie et la tentation de la substituer à d'autres outils de sécurisation tout aussi performants en toutes circonstances. Pour exemple, cette diversification des usages de la biométrie, le 18 juin 2009, l'ACTIN a autorisé pour la première fois le recours à un système biométrique reposant sur la reconnaissance du réseau veineux pour lutter contre la fraude à un examen. Mais il ne faut pas laisser croire qu'il n'y a que cette fraude qui pourrait être décelée. Dans ce domaine, l'imagination est très fertile et il y aura toujours des fraudes qui ne seront pas décelées. L'identification biométrique est devenue une pratique courante dans les entreprises pour le contrôle et l'accès aux locaux notamment, mais encore le contrôle de l'accès physique aux cantines scolaires, aux locaux de loisirs, aux salles de sport, aux cercles de jeux, etc. Lorsque ça s'arrête là, c'est excellent. Il peut y avoir des débordements dans ce domaine. La signature de documents électroniques, la gestion d'une carte de fidélité, l'accès à un dossier médical partagé. À ce propos, je pense que la biométrie peut être très utilisée, notamment pour les dons d'organes. Et là, il y a un champ à explorer qui n'a pas été encore totalement investigué. Cette diversification des usages de la biométrie qui se double d'une banalisation
est en grande partie due au contrôle souple effectué par la CNIL. La loi informatique et liberté de 2004, qui a modifié celle de janvier 1978, a subordonné tous les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes à l'autorisation préalable de la CNIL, sauf ceux qui sont mis en œuvre pour le compte de l'État, pour lequel seul son avis est requis. Toutefois, afin de faciliter la tâche de cette autorité, les dispositifs biométriques qui visent une même finalité et des catégories de données et de destinataires identiques sont autorisés par des décisions cadres de la CNIL appelées autorisation unique. Les risques d'une généralisation de ce biopouvoir sont en effet grands. Je veux prendre pour exemple l'usage récent de cette technique par un fabricant de téléphones, comme l'a signalé Madame la Ministre, fabricant de téléphone qui a intégré un capteur biométrique permettant au smartphone de se déverrouiller au passage du doigt de son utilisateur et qui a récemment été piraté. L'initiative de notre collègue Gors est à ce propos extrêmement heureuse. Elle nous met face à nos responsabilités. Quel est l'avenir du traitement des données, notamment de ces données individualisantes permettant la traçabilité? La surveillance effectuée par la NASA, qui a illégalement capté des secrets ou la simple vie privée des Français dans une ampleur pour l'instant inégalée, sur la période de 30 jours de décembre 2012 à janvier 2013, plus de 60 millions d'enregistrements de données téléphoniques des Français ont été effectués par la NASA et à ce titre, on voit que les débordements peuvent être aussi édifiants. Reste cependant à pouvoir traiter toutes ces données qui demandent quand même beaucoup de temps. La proposition de notre collègue Gaëtan Gors a le mérite de susciter le questionnement. Elle conditionne l'autorisation de la mise en œuvre d'un traitement biométrique à une stricte nécessité de sécurité définie comme la sécurité des personnes et des biens ou la protection des informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible. Consciente des difficultés de modifier l'état antérieur de la législation, elle prend également soin de prévoir un dispositif transitoire de ce nouveau régime d'autorisation. Toutefois, j'en viendrai maintenant à quelques réserves que le groupe RDSE tient malgré tout à exprimer. Le texte proposé laisse de côté la construction d'une définition de données biométriques. Par ailleurs, les moyens mis à disposition de la CNIL sont insuffisants, comme l'a fait remarquer notre collègue François Pillet. Il semble que la question du calendrier de cette proposition de loi est jouée, étant donné que dans l'état actuel des discussions sur le règlement européen relatif au traitement des données personnelles, ce texte ne pouvait être que d'ambition modeste. Et l'on peut dire qu'il nous arrive de manière trop précoce, lançant un débat futur, dans un délai de 2 années en fonction de l'avancée des négociations à l'échelle européenne. Un certain nombre d'ajustements de la législation française, et notamment la loi du 6 janvier 1978, seront nécessaires aux fins d'harmonisation. Le règlement pourrait aussi substituer à la contrainte a priori un renforcement a posteriori de la responsabilité des opérateurs. Par ailleurs, le gouvernement doit prochainement présenter un projet de loi sur les libertés numériques qui permettra un débat global sur ces questions relatives aux enjeux nationaux et internationaux qui évitera ainsi une approche trop stratifiée. Sous ces réserves, notamment calendaires, mon groupe approuvera la proposition de loi de notre collègue Gaëtan Gors. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Esther Benbassa pour 6 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les données biométriques ne sont pas des données comme les autres, puisqu'elles ont la particularité d'être spécifiques à un individu et permanentes. Ainsi, permettent-elles le traçage des personnes et leur identification certaine. Le caractère sensible et très personnel de ces données nécessite un encadrement et un contrôle de leur collecte. J'ajouterai cependant
Tandis qu'aujourd'hui, sur Internet, par exemple, la frontière entre privé et public tend à s'estomper, le danger de violation éventuelle de l'espace privé ne se limite évidemment pas à la seule utilisation des données biométriques. Nous attendons donc avec impatience que le projet de loi sur les libertés numériques promis par le gouvernement soit présenté et soumis au Parlement. De plus en plus de dispositifs de reconnaissance biométrique sont mis en place, et notamment pour contrôler l'accès à des locaux professionnels, commerciaux, scolaires ou de loisirs. Comme en de nombreux domaines, tout est ici affaire de mesure. Un usage abusif de ces techniques biométriques est à éviter, puisque les données biométriques ne sont pas des données comme les autres. Elles sont intrinsèques à l'individu et le définissent irrémédiablement. En même temps, il convient de ne pas ouvrir la voie à un verrouillage, risquant d'arrêter les innovations en matière de techniques biométriques, surtout qu'il s'agit d'un domaine de pointe en France et pourvoyeur d'emplois. D'ailleurs, j'ajouterais qu'il s'agit que ce serait plutôt une chimère de croire qu'on peut verrouiller en la matière. En revanche, mettre en place un système biométrique pour que de jeunes enfants puissent aller à la cantine ou à la piscine, est-ce bien raisonnable? Au groupe écologiste, nous sommes loin d'en être convaincus et souscrivons aux propos de notre collègue Alex Türk qui déclarait en 2011, face au développement inexorable de la biométrie et à l'ouverture du monde sur les nanotechnologies, la sensibilisation des individus et des juristes à cette question et la volonté d'agir maintenant apparaissent absolument nécessaires. Dans 20 ans, il sera trop tard. Au regard du droit et des libertés fondamentaux, la biométrie oppose à l'évidence le droit individuel à la protection des données et au respect de la vie privée, à l'exigence collective de sûreté. Elle invite donc à trouver un équilibre entre ces droits et intérêts légitimes. Certes, la mise en place de dispositifs biométriques est soumise à l'autorisation préalable de la CNIL. Toutefois, la collecte et le traitement des données ne sont conditionnés à aucune finalité particulière. C'est cette lacune que la présente proposition de loi se propose de combler et nous partageons la volonté des auteurs de mettre en place des garde-fous en la matière. Il s'agit ainsi de compléter la loi du 6 janvier 1978, Informatique et Liberté, afin de conditionner l'usage des données biométriques à une nécessité stricte de sécurité et rien d'autre, et de répondre à un souci de proportionnalité dans la démarche entre la nature de l'information ou du site à sécuriser et la technologie utilisée. La sécurité étant entendue comme celle des personnes et des biens ou comme la protection des informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porteraient un préjudice grave et irréversible. Nous nous situons ici dans la droite ligne du Conseil de l'Europe qui, à l'occasion de la révision de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dite Convention 108, invitait le législateur français à se pencher sur cette question. L'article 6 du projet final de convention stipule, en effet, que le traitement de données biométriques identifiant un individu de façon unique n'est autorisé qu'à la condition que la loi applicable prévoit des garanties appropriées venant compléter celles de la présente convention, et de préciser que les garanties appropriées doivent être de nature à prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, droits et libertés fondamentales de la personne concernée, notamment un risque de discrimination. Le groupe écologiste est très attaché à la défense de la protection de la vie privée et du corps humain, ainsi que plus généralement de la défense des libertés individuelles. Nous soutiendrons ce texte à condition que l'évolution des techniques biométriques sécurisées
ne soit pas non plus entravée par une telle PPL. Merci. Merci, mes chers collègues. Dans la suite discussion générale, la parole est à Monsieur Yves Detraigne pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui témoigne une nouvelle fois du souci du Sénat de se dresser en protecteur et défenseur des libertés individuelles. Il est important de le souligner alors que trop souvent notre Haute Assemblée est la cible de critiques. C'est le Sénat qui a joué un rôle pionnier dans les années 70 lors de la formation des premières autorités administratives indépendantes. C'est notre Chambre également qui a été en avance sur les débats et les sujets dits modernes. J'en prendrai pour simple exemple la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par notre Assemblée le 23 mars 2010 à la suite du rapport d'information réalisé par Anne-Marie Escoffier et moi-même, jamais inscrite, hélas, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La biométrie, cette science qui regroupe l'ensemble des techniques informatiques visant à reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales, évolue toujours plus. La première génération des techniques liées à la reconnaissance anatomique, à savoir les empreintes digitales ou oculaires, laisse progressivement place à des procédés de reconnaissance dynamique, tels que l'analyse de la démarche ou même de la frappe au clavier d'ordinateur. Tous ces progrès sont, il est vrai, impressionnants sur le plan technique. Or, il semblerait que nous assistons aujourd'hui à une banalisation excessive de l'usage de la biométrie qui touche pourtant à ce qu'il y a de plus personnel et de plus intime pour tous les individus. Vos empreintes, votre ADN, votre iris, bref, tout ce qui vous distingue en dernier lieu de toute autre personne sur la Terre. La biométrie s'insinue ainsi dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Le succès, peut-être trop éclatant de ces technologies, fait peser un risque important sur les libertés de nos concitoyens. On imagine peut-être encore difficilement ce à quoi pourrait aboutir un détournement massif de ces données, mais il est clair que celles-ci sont trop précieuses et trop sensibles pour être banalisées et que les techniques permettant leur recueil et leur traitement sont trop intrusives pour être aussi largement diffusées. Il est donc important qu'intervienne le législateur. En 2011, notre collègue Alex Türk, ancien président de la CNIL, indiquait déjà, je cite, que face au développement inexorable de la biométrie et à l'ouverture du monde sur les nanotechnologies, la sensibilisation des individus et des juristes à cette question et la volonté d'agir maintenant apparaissent absolument nécessaires. Et il ajoutait, dans 20 ans, il sera trop tard. En effet, ainsi que le souligne fort justement notre collègue Gaëtan Gors dans sa proposition de loi, le régime juridique actuel de la régulation des techniques biométriques ne semble plus adapté aux usages contemporains de ces technologies. La loi du 6 août 2004 relative aux données biométriques avait pourtant doté la France d'un régime particulièrement protecteur et unique en Europe, avec la mise en place d'un contrôle a priori par la voie de la délivrance d'une autorisation préalable accordée par une autorité administrative indépendante, la CNIL. Presque 10 ans plus tard, au vu des évolutions technologiques, les législateurs que nous sommes peuvent penser que ce régime laisse peut-être une part trop importante de la décision à la CNIL, qui demeure finalement la seule compétente pour autoriser l'emploi de ces techniques. Or, cette autorité administrative, si elle est indépendante, n'est pas pour autant toute puissante. Elle ne dispose pas de pouvoirs de contrôle suffisants pour parer à toutes les éventualités des risques liés à une banalisation ou une diffusion trop grande de ces techniques et des données collectées. En outre, la loi en vigueur ne conditionne pas l'octroi de l'autorisation préalable à des finalités particulières ou à des modalités spécifiques de contrôle. La CNIL a donc dû développer sa propre doctrine d'intervention pour faire face à la demande massive et exponentielle d'utilisation de techniques biométriques. Nous partageons tous dans cet hémicycle le sentiment que ce système n'est plus satisfaisant en l'état.
En effet, les données biométriques, si elles ne sauraient se confondre avec le corps humain lui-même, sont la production et le prolongement de ce dernier. Elles peuvent donc être utilisées à des fins a priori sensibles. Dès lors, l'intervention du législateur est justifiée par l'article 34 de la Constitution lui-même, qui nous dit que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Deux voies nous étaient théoriquement ouvertes, soit un accroissement des pouvoirs de la CNIL, soit une définition en amont, resserrée et restrictive, du domaine du biométrique et de ses applications. C'est la deuxième option qui a été retenue par notre collègue Gaëtan Gors, auteur de la présente proposition de loi. À titre personnel, je pense que c'est le choix le plus avisé et le plus approprié au regard des enjeux qui sont devant nous. En effet, afin d'éviter une banalisation excessive, il paraît opportun de limiter ce phénomène en amont plutôt que de chercher à en contrôler les conséquences qui, pour l'heure, nous dépassent. Si la rédaction initiale de la proposition de loi avait le mérite de poser le problème, elle ne parvenait pas à le résoudre en se contentant de conditionner l'octroi de l'autorisation de la CNIL à, je cite, « de strictes nécessités de sécurité » et aurait contraint l'administration à formuler un certain nombre de mesures réglementaires aux fins de précision. Or, celle-ci n'a pas à donner d'injonction à une autorité indépendante. Aussi, je tiens à saluer le travail effectué par notre commission des lois sous l'égide de son rapporteur, François Pillet. En dressant une liste plus spécifique d'usages de la biométrie, le texte tel qu'il est issu de la commission tend à établir un statut, voire une définition de la donnée biométrique. Dans tous les cas, ce dispositif désormais proposé permet au moins de justifier en droit et au niveau législatif l'autorisation de l'emploi des techniques biométriques. Il prévoit en outre les mesures transitoires nécessaires à assurer une pleine et entière sécurité juridique quant à la mise en œuvre du texte. Au-delà de ce satisfecit adressé à notre rapporteur et à notre commission, je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Gors. J'espère désormais que le débat prospérera et que nous parviendrons à transcrire dans la loi l'équilibre manifestement opportun qui a été dégagé par la rédaction de ce texte. C'est pourquoi le groupe UDI-UC votera en faveur du présent texte dans la rédaction retenue par la commission des lois. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Éliane Assassi pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme le souligne le rapport de notre collègue François Pillet, je cite, « La biométrie est usuellement définie comme embrassant l'ensemble des procédés tendant à identifier un individu à partir de la mesure de l'une ou de plusieurs de ses caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales. » Au vu de cette définition, si l'on conçoit que les technologies et usages biométriques peuvent avoir de bonnes utilités et ne sont pas mauvais en soi, on devine aussi aisément la gravité des dérives dont ils peuvent faire l'objet. Ainsi, nous avons, me semble-t-il, la responsabilité de légiférer afin de les encadrer et trouver le juste équilibre qui préservera les droits individuels. Le régime d'autorisation préalable de traitement de données biométriques dont s'est dotée la France est déjà en soi un régime protecteur. Cependant, je partage le constat de mes collègues. La loi de 2004, qui confie donc à la CNIL la mission d'autoriser les traitements de données biométriques, ne prévoit rien sur la pertinence des différents usages des techniques biométriques. C'est donc cette lacune législative que la présente proposition de loi de notre collègue Gaëtan Gors a pour objet de combler en précisant les conditions de finalité dans lesquelles peuvent être autorisés les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Alors, l'exposé des motifs de la proposition de loi cite à titre d'exemple les dérives constatées dans les cantines scolaires, cela a déjà été dit, usant et abusant de cette technologie. Je citerai aussi pour ma part le danger d'une telle banalisation dans le milieu de l'entreprise où la biométrie devient un moyen supplémentaire de suivre à la trace, à la minute, les salariés. Nous saluons donc la démarche de nos collègues porteuses de protection supplémentaire pour les libertés individuelles.
Cependant, la proposition de loi ne concerne qu'une certaine catégorie de traitement des données biométriques. Elle exclut le traitement des données biométriques dont la mise en œuvre est faite pour le compte de l'État. Alors, je comprends bien le choix de nos collègues, dans un temps qui est relativement contraint, de limiter le champ de leurs propositions. Néanmoins, je voudrais utiliser le temps qui m'est imparti pour attirer votre attention sur un autre danger de notre législation relative au traitement des données biométriques. En effet, la question du respect des libertés publiques se trouve souvent posée dans le traitement des données mises en œuvre pour le compte de l'État, je l'ai dit. Et je pense notamment ici au fichier automatisé des empreintes digitales ou encore le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Alors que les récentes remises en cause de notre législation par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fichier automatisé des empreintes digitales invitent le gouvernement à modifier le décret du 8 avril 1987 qui a institué ce fichier, ce qui, je crois, est en cours, le Parlement doit aussi s'emparer de cette question afin de réformer le cadre général du fichage. Dans un arrêt du 18 avril 2013, affaire MK contre France, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la France avait commis une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au terme duquel toute personne a droit au respect de la vie privée à propos du fichier donc automatisé des empreintes digitales. Alors, selon la Cour, la France a, je la cite, « outrepassé sa marge d'appréciation en la matière, tant en ce qui concerne l'arbitraire du fichage que la durée de conservation des données. Elle a estimé, je cite encore, que le régime de conservation dans le fichier litigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu'il a été appliqué aux requérants en l'espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, je continue la citation, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Fin de citation. La Cour rappelle aussi, et ce de manière plus générale, que le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et qu'elles soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir les garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées. Là encore, fin de citation. Mes chers collègues, cet arrêt, qui remet en cause un décret que seul le gouvernement peut modifier, a une portée qui dépasse le fichier automatisé des empreintes digitales pour s'appliquer à notre code de procédure pénale qui régit un fichier similaire, le FNAEG. À ce fichier devraient s'appliquer les mêmes principes de proportionnalité, de pertinence, de non-excessivité et non-stigmatisation. Or, vous le savez, le champ des infractions concernées par le FNAEG, initialement limité aux infractions à caractère sexuel, a été considérablement étendu par Nicolas Sarkozy à la plupart des infractions, même mineures, prévues au code pénal. Notre ex-président s'est toutefois bien gardé de l'élargir aux délits financiers tels que le délit d'initié, la fraude fiscale ou l'abus de biens sociaux. N'est-ce pas, Monsieur le Président Hyest? Vous n'ignorez pas notre combat visant à empêcher que des militants syndicaux, des salariés en lutte pour faire valoir leurs droits sociaux ou encore de simples manifestants trouvent leurs données biométriques enregistrées pour une durée indéterminée aux côtés des auteurs de crimes, de viols, de trafic de drogue ou des membres du grand banditisme. En complément de notre proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, nous avons récemment déposé une autre proposition de loi visant à encadrer le fichage génétique et à interdire le fichage des personnes poursuivies pour des faits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives. Tout comme les préoccupations exprimées par la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui, notre proposition de loi se veut aussi être le reflet interne des exigences qui se font jour au niveau international. Mais elle se veut surtout être le reflet d'une société qui refuse que notre code de procédure pénale traite ces militants syndicaux comme des criminels en puissance. Ainsi, si nous votons pour cette proposition de loi,
je suis persuadée que nous aurons très vite à nous pencher de manière plus poussée, non simplement sur l'usage, mais aussi sur le traitement de l'intégralité des données biométriques. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dans la suite discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Jacques Hyest pour 12 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, le rapporteur et l'auteur de la proposition, parce que je crois qu'il faut dire que le travail a été bien fait. Alors, ce soir, on va s'occuper d'innovation. On va dire le principe de précaution, mais il faut laisser l'innovation. Là, on dit qu'il y a beaucoup d'innovation, mais il faut prendre un peu des précautions. C'est comme ça. On dit c'est très bien. D'ailleurs, on nous a dit tout à l'heure que c'était des milliers d'emplois, c'était le pétrole du 22e siècle ou du 21e siècle. À voir toutes ces techniques nouvelles. Je pense que ça permet d'avoir une avance technologique, notamment en France, mais c'est quand même pas. Je pense pas que ça soit aussi en matière d'emploi aussi important qu'on veut bien le dire. Alors, cette proposition de loi, dont il faut féliciter l'auteur, et puis notre rapporteur, à qui je tiens aussi à rendre hommage, c'est vrai que le développement des techniques biométriques doit beaucoup au développement de l'informatique, bien qu'en réalité, quand on dit les techniques biométriques, elles existent depuis longtemps. Les photographies, c'est une technique biométrique. Les empreintes digitales, elles n'ont pas attendu l'informatique, mais bien sûr, la reconnaissance biométrique automatique ou dynamique, ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça nous questionne aujourd'hui sur toutes les incidences que cela comporte pour la protection des droits fondamentaux, et notamment, on l'a dit, la protection de la vie privée. Et monsieur le rapporteur, vous êtes un expert dans le domaine, on a eu des débats précédents sur les fichiers publics, les cartes d'identité, etc. Rappelez-vous quand même le combat de la commission des lois. Alors, la jurisprudence a bien sûr rappelé ce qu'était la nécessité de protéger cette vie privée en rappelant les éléments qui peuvent s'y rattacher, le domicile, l'image, la voix, l'état de santé, les attributs du corps humain, etc. Et donc, dans le cas de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données biométriques, pour instaurer un contrôle d'identité, nous pouvons ainsi identifier actuellement 3 risques susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Un risque au moment de la collecte. L'atteinte résulte de l'absence de consentement de la personne lorsque celui-ci constitue une condition légale de la collecte d'informations. Un risque au moment du traitement des informations, c'est le cas lorsque le contenu des fichiers serait usurpé. Et un risque au moment de l'utilisation, lorsque le dispositif met en œuvre une biométrie à traces, chacun laisse des traces de ses empreintes, plus ou moins exploitables. Alors, la proposition de loi que vous nous soumettez entend donc limiter le recours à la collecte et au traitement des données biométriques aux fins de contrôle d'identité pour renforcer la protection du droit au respect de la vie privée. Alors, ne parlons pas de l'article 2, puisque c'est l'adaptation, il faut bien une phase transitoire quand les choses ont été autorisées, et ensuite il faut bien passer. Mais l'article 1 constitue la substance de cette proposition et il comporte 2 avancées sur lesquelles j'aimerais revenir. Le renforcement de la doctrine de la CNIL consacrée à l'encadrement des contrôles biométriques d'identité et la suppression de la biométrie dite de confort. Il convient, en ce qui concerne la doctrine de la CNIL, de préciser que les conditions de recours à la biométrie posées par la proposition de loi pour procéder à un contrôle d'identité viennent en quelque sorte donner une valeur législative à la doctrine de la CNIL. Dans une fiche pratique du 12 décembre 2012 consacrée à la biométrie sur les lieux de travail, la CNIL rappelle que l'autorisation d'utiliser la biométrie dite à traces ne peut être délivrée qu'à plusieurs conditions, liées notamment à la finalité du dispositif, à la proportionnalité et à la sécurité. Et bien entendu, l'information des personnes concernées.
C'est les 4 conditions fixées par la CNIL. Et en précisant la notion de stricte nécessité de sécurité, la commission des lois propose très justement de procéder à droit constant, donnant ainsi une véritable force à la doctrine et au travail engagés par la CNIL. En ce qui concerne la biométrie dite de confort, lorsqu'une demande d'autorisation lui est adressée, la CNIL fixe actuellement des exigences plus ou moins élevées en fonction des finalités du dispositif envisagé. Dans le cas de la biométrie de sécurité, la mise en œuvre d'un dispositif biométrique apparaît comme indispensable pour répondre à une contrainte de sécurité physique ou logique d'un organisme. Dès lors, l'utilisation du dispositif biométrique sera exclusive et les personnes concernées par le contrôle devront s'y soumettre. Pour la biométrie de service, la finalité du dispositif envisagé est double. Elle vise la sécurité de site ou la protection d'informations sensibles, la recherche d'une ergonomie d'utilisation. Dans ce second cas, l'impératif de sécurité n'est pas strict. Il s'agit donc d'un dispositif alternatif au dispositif biométrique et doit donc nécessairement être proposé aux utilisateurs. La proposition de loi pour la biométrie de service, on peut douter en effet de la valeur notamment du consentement des usagers. Dans quelle mesure peut-on refuser de se soumettre à des contrôles biométriques qui se seraient généralisés dans une entreprise? De surcroît, on peut aisément convenir qu'en réduisant les possibilités de recours à la biométrie, nous diminuons de fait les risques de dispersion des informations personnelles. Il y a donc, avec tous ces éléments, une véritable avancée dont il faut se féliciter dans l'encadrement de la biométrie. Et donc, je souhaite à nouveau saluer le travail effectué par le rapporteur, qui attire notre attention sur les limites du texte, de telle façon qu'après avoir dégagé des éléments de nature avancée sur cette question, il nous ouvre des perspectives de réflexion en vue d'un projet de loi annoncé sur les libertés numériques. Je tiens à rappeler tout d'abord que la proposition de loi s'inscrit dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978, ce qui exclut de son champ d'application les traitements de données biométriques mis en œuvre par un responsable de traitement pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Je pense qu'il faut le rappeler toujours, ça. Bon. Il faut donc s'attendre à ce que le législateur soit à nouveau sollicité dès lors que le recueil d'informations, bien que réalisé avec le consentement des intéressés, soulève aujourd'hui un certain nombre de questions, notamment quant au droit à l'oubli, au droit de propriété ou, là encore, au droit au respect de la vie privée. Il faut également rappeler, comme le fait très justement le rapport, que cette proposition de loi, si elle est adoptée, devrait aller en principe de pair avec un renforcement des pouvoirs de la CNIL. Dans le cadre du contrôle a priori qu'elle exerce, ce rapport souligne que depuis 2006, le nombre de contrôles rapporté au nombre total d'autorisations délivrées par la CNIL sur la même période, ces vérifications auraient porté sur 4,5% des dispositifs uniquement. Il est alors sous-entendu que cet organisme aura besoin de moyens humains supplémentaires pour effectuer plus largement sa mission. Nous sommes là dans un domaine plein d'incertitudes, notamment parce que la perspective du règlement européen semble indiquer que nous irons probablement vers une suppression des autorisations préalables au profit d'un contrôle a posteriori. Et dans ce cas-là, il faudra quand même qu'il y ait un renforcement des contrôles. Outre ces remarques, je crois pouvoir dire en conclusion qu'il existe un consensus important sur l'adoption de ce texte, grâce notamment au large travail de réflexion engagé depuis longtemps, parce qu'il y a eu plusieurs travaux, par la Commission des lois pour cerner le sujet. Et en ce qui concerne le droit européen, on n'en a pas beaucoup parlé pendant les élections européennes, enfin c'est quand même important d'en parler de temps en temps. La France est quand même plutôt en pointe dans ces questions-là et plutôt moteur. Il faut que nous continuions, tant en ce qui concerne le Conseil de l'Europe que l'Union européenne, il faut vraiment que nous soyons en pointe pour la protection des libertés publiques. Nous souhaitons donc instaurer progressivement le cadre législatif le mieux adapté à la protection de la vie privée de nos concitoyens. Nous avons conscience qu'il restera encore à faire, mais c'était une étape indispensable, eu égard au développement exponentiel de ces techniques biométriques. Bien entendu, le groupe UMP votera la proposition de loi amendée
avec aussi l'amendement du gouvernement. Tout ça, c'est des améliorations de texte, mais la finalité est toujours la même, et je crois que nous pouvons nous féliciter de ce point de vue de l'unanimité du Sénat sur ces questions-là, la protection de la vie privée, des données personnelles. Je pense que beaucoup de sociétés nous envieraient si elles arrivaient à faire la même chose. Merci, mes chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la biométrie, c'est vieux comme le monde, mais comme l'a signalé notre collègue Virginie Claes, c'est les progrès de l'informatique qui permettent de traiter ces données, l'évolution qui permet de passer de données traçables prises à l'insu d'un individu qui se multiplie, qui rend aujourd'hui cette question de la biométrie et de son usage particulièrement d'actualité. Aussi, je pense en particulier à la reconnaissance faciale, qui, grâce aux nouveaux algorithmes, devient quelque chose qui, conjugué aux caméras de surveillance, permet effectivement de réelles atteintes à la vie privée. Alors, préciser les finalités de l'usage de la biométrie, c'est particulièrement opportun. Et comme le président Hyest le soulignait, cela fait partie des combats du Sénat et de sa commission des lois depuis longtemps et quelle que soit sa majorité. Les tentatives parfois de gouvernement d'aller plus loin, je pense à la carte d'identité biométrique ou à la manière dont on envisageait le recueil des empreintes pour le fichier des passeports, ont été à chaque fois bloquées par notre dispositif juridique, le Conseil constitutionnel dans le cas de la carte d'identité, le Conseil d'État dans l'autre. Mais il est vrai que, compte tenu des évolutions technologiques, il était important aujourd'hui, et je salue l'initiative de notre collègue Gaëtan Gors, de s'interroger sur les usages autorisés pour la biométrie. Toutefois, il me semble indispensable, après avoir indiqué ça, que finalement, les protections que nous pouvons donner à nos concitoyens dans ce domaine ne sont pas certaines, dans la mesure où, bien entendu, toutes ces données circulent dans tous les sens au-delà des frontières. C'est bien la nature de la société de l'information et de la circulation de ces données par-delà les frontières, et que par conséquent, il n'y aura aucune protection totale sans maîtrise de l'innovation et sans un certain nombre de règlements, non seulement européens, mais internationaux. Vous avez signalé, Madame la Ministre, ce qui s'était passé en Afrique, mais il est bien évident que si nous voulons protéger nos données personnelles et les questions de liberté individuelle en France, ce n'est pas lorsqu'il y a une élection en Afrique que d'un seul coup, il faut inciter un fichier biométrique de l'ensemble d'une population. Parce que là, on va contre nos propres valeurs. Et ça a été quand même, de temps en temps, des tentatives qui ont eu lieu. De la même manière, un Français en voyage, un Français elle peut se trouver face à d'autres législations qui, par le biais d'externalisation de l'État dans lequel on se place, se retrouvent par le biais de sociétés privées utilisées en France. Je pense aussi à la manière dont nous exploitons un certain nombre de fichiers, Agref2, Eurodac, maintenant le fichier VIS européen. Si nous souhaitons que nos concitoyens soient respectés dans leur vie privée, il convient de faire la même chose pour l'ensemble des étrangers qui viennent sur le territoire de l'espace Schengen. Enfin, quelques remarques complémentaires sur ce qui se passe en termes d'externalisation des visas. Ensuite de ce que j'indiquais tout à l'heure, nous externalisons de plus en plus les demandes de visa à l'étranger. Il convient de ce point de vue-là de se poser la question de la bonne protection de ces données à cette occasion. Il y a aussi des usages de la biométrie où il faudrait être un peu plus audacieux. Je pense en particulier au passeport qu'on délivre aux Français à l'étranger qui mériterait plus de coopération entre les pays Schengen, de manière à ce que, entre pays Schengen, les biométries soient compatibles et les visas puissent être, les passeports puissent être demandés dans d'autres places que les consulats français, mais
partout dans tous les consulats de l'espace Schengen. Je pense aussi aux certificats de nationalité française qui pourraient être utiles s'ils étaient biométrisés, dans la mesure où ça permettrait d'éviter de nombreuses suspicions de fraude à l'identité. Bref, sur ce point, il n'y aura pas de protection totale s'il n'y a pas d'échange entre notre pays et les autres pays du monde dans une coopération européenne, donc, sans respect en France aussi du droit des étrangers. Enfin, vous l'avez évoqué, Madame la Ministre, c'est vrai que la banalisation de l'usage de la biométrie pour les plus jeunes est un danger pour la société. Il faut bien avoir conscience des risques que cela peut comporter. Rien ne se fera, bien entendu, sans un cadre national approprié, et c'est bien le sens de cette proposition de loi qui est tout à fait adéquate. Mais je veux aussi dire une chose. Pour pouvoir maîtriser les contraintes juridiques que nous souhaitons pour protéger les Français et les personnes qui habitent sur notre territoire, il faut une maîtrise technologique. Sans maîtrise technologique, il n'y aura pas de capacité de faire respecter la loi. Et par conséquent, ça implique aussi de favoriser l'innovation par des sociétés françaises. Enfin, cette PPL, bien sûr, le groupe socialiste la votera. Elle est en parfaite ligne avec les combats du Sénat, nous l'avons souligné. Elle précise les finalités de l'usage de la biométrie. Elle est donc particulièrement utile. Elle souligne la mobilisation du Sénat sur cette question, mais ce vote n'aura d'utilité que dans un cadre où le gouvernement portera les préoccupations du Sénat au niveau européen et où nous aurons une société européenne qui aura vocation et qui sera mobilisée pour défendre l'identité et l'intégrité de l'ensemble des Européens dans le monde, et cela passe par la réciprocité. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Bien, la discussion générale est close. Nous passons donc à la discussion du texte de la commission. Je suis saisi de deux amendements. Un amendement numéro 1 du gouvernement, Madame la Ministre, si vous voulez bien le présenter. Merci, Monsieur le Président. L'amendement que le gouvernement a souhaité déposer d'abord montre notre intérêt quant à la question qui est examinée ce jour, ainsi que le souhait de nourrir le débat que le sénateur Gors a voulu porter au sein de cette Assemblée. Par cet amendement, le gouvernement a souhaité clarifier 2 points du texte retenu dans sa version finale par la commission des lois. D'abord, clarifier la finalité de sécurité pour laquelle ces techniques biométriques pourraient continuer à être utilisées. Le texte présenté aujourd'hui propose en effet 2 types de finalités. D'une part, le contrôle d'accès physique ou logique. D'autre part, la protection des personnes, des biens et des données. Le présent amendement vise à clarifier que c'est bien cette finalité de sécurité, la protection des personnes, des biens et des données qu'il faut ici viser. L'objectif est aussi de s'assurer que la loi n'interdit pas certains usages, comme par exemple l'authentification d'un paiement par biométrie. Ensuite, l'amendement vise à répondre à l'objectif de limiter le recours à la biométrie aux cas pour lesquels elle est nécessaire, en proposant une rédaction alternative plus facilement utilisable et par le juge et par la CNIL, qui, lorsqu'elle recourt à des autorisations, doit pouvoir utiliser des outils pertinents, conformes aux outils qu'elle utilise habituellement, et doit aussi recourir à des outils plus nouveaux, comme celui de l'analyse des risques qui pèsent sur les données personnelles, qui est un outil que le gouvernement encourage la CNIL à utiliser. Donc voilà un amendement qui modifie à la marge le sens du texte qui est proposé, mais qui en affine la définition juridique pour répondre à des préoccupations de clarté de la loi. Merci. J'ai dit un sous-amendement numéro 2, monsieur le rapporteur.
Oui, Monsieur le Président, si vous me le permettez, Madame la Ministre, nous joindrons la discussion sur l'amendement du gouvernement et le sous-amendement présenté, que je présente. Tout d'abord, avant de développer nos débats, notre argumentation sur cet amendement et sur ce sous-amendement, je voulais vous acter deux choses qui nous rapprochent, un regret et un accord. Un regret, c'est effectivement le fait que l'ANSSI n'ait pas fourni son avis, mais ce n'est pas la faute du rapporteur ni de la commission des lois, puisqu'elle n'a pas répondu à la demande que je lui avais faite d'audition. C'est un regret donc que nous partageons. L'accord, c'est celui sur la création d'un groupe de réflexion que vous avez évoqué tout à l'heure. Je m'en réjouis, je pense que le Sénat se réjouit effectivement de cette proposition, dont je souhaite d'ailleurs, compte tenu des textes qui vont venir à l'étude bientôt, qu'il ne se résume pas dans le temps à celui de la navette parlementaire. Mais là encore, nous sommes parfaitement d'accord. Alors, en ce qui concerne maintenant un autre point qui a été redit à plusieurs reprises, en particulier de notre collègue Esther Benbassa, il ne s'agit pas de freiner par la proposition de loi telle qu'elle va, je suppose, être votée tout à l'heure, l'initiative économique, industrielle et l'ingénierie en ce domaine. Si on quitte cet immense progrès qu'est la biométrie dans notre civilisation actuelle, pour prendre un autre exemple, un essor considérable de l'humanité est intervenu non pas lorsqu'on a créé la roue, mais lorsqu'on a inventé l'écriture. Lorsqu'on a inventé l'écriture, on a inventé la lettre anonyme. On n'a pas mis un terme à l'écriture sous prétexte qu'il existait la lettre anonyme. C'est un usage de l'écriture. L'écriture permet de publier des livres aux idées repoussantes. Dans ces cas-là, on interdit le livre, on n'interdit pas l'écriture. Donc c'est l'usage auquel nous apportons des limites dans le texte. Et ces usages, nous les limitons dans le cadre de ce que sont les principes du socle de notre société. Ce faisant, nous n'interdisons absolument pas les progrès techniques dans tous les autres usages autorisés. Alors j'en viens donc à l'amendement, puisque précisément, les amendements donnés limitent les usages dans des conditions qui sont à la fois souples et précises. Alors, je dois dire que l'amendement du gouvernement fait suite à une réflexion qui a été la nôtre après l'élaboration du texte de la commission des lois. Effectivement, je conçois, et peut-être d'ailleurs le président de la commission y est-il pour quelque chose, que la rédaction qui a été proposée était un peu proustienne et qu'il fallait y apporter... Je le prends comme tel, et qu'il fallait y apporter une simplification. J'avais donc prévu de déposer un amendement que j'ai communiqué au gouvernement il y a 2 jours, et sur la base de cet amendement, vous avez vous-même présenté celui dont vous venez de nous donner lecture. Or, il se trouve que je n'avais plus dès lors à présenter l'amendement que je voulais donner ce matin à la commission des lois, puisque l'amendement du gouvernement reprend pour l'essentiel les éléments du texte de la commission, en particulier le caractère cumulatif des 2 conditions, auxquelles nous sommes très attachés, et la finalité de sécurité que vous définissez comme, je vous cite, la protection de l'intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d'informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible. Vous gardez les 2 commissions, le texte est affiné dans le sens où nous souhaitions le faire, tout cela nous va parfaitement. Vous supprimez un certain nombre de points dans l'expression contrôle de l'accès physique ou logique à des locaux, équipements, applications ou services. Le texte s'est allégé sans perdre encore une fois son objectif et sa signification. La commission des lois l'a donc accepté. Il reste juste un petit point qui explique le sous-amendement que je présente, qui est un point purement rédactionnel, par lequel nous passons d'une rédaction en quelque sorte négative à une rédaction positive pour y réintégrer la nécessité excédant l'intérêt propre de l'organisme.
Sous cette réserve, l'amendement du gouvernement est effectivement accepté et c'est un avis favorable que je donne, tant en mon nom personnel qu'en celui unanime de la commission des lois. Merci, mon cher collègue. Donc, avis favorable de la commission sous réserve de votre acceptation de sous-amendement. L'avis du gouvernement sur le sous-amendement, Madame la ministre. Oui, je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour votre lecture de l'amendement présenté par le gouvernement. Celui que vous proposez, il s'agit de remplacer le « ne se limitant pas aux besoins » par « excédant l'intérêt propre ». Vous réintroduisez, ce faisant, la notion d'intérêt propre de l'organisme. La raison pour laquelle le gouvernement n'avait pas souhaité conserver cette notion d'intérêt propre, c'est d'abord parce qu'elle n'est pas définie en droit, et c'est aussi parce que le recours à l'usage de la biométrie peut parfois être utile, même lorsque l'intérêt de l'organisme est dépassé, lorsqu'il touche par exemple l'usager lui-même, voire, je donnais l'exemple des transactions commerciales avec paiement authentifié par un lecteur de données biométriques, et bien dans ce cas, c'est de l'intérêt du consommateur d'avoir sa transaction sécurisée le plus possible, sans pour autant qu'elle soit stockée ou fichée ou quoi que ce soit, puisque la donnée biométrique est seulement contenue dans le support qui est utilisé. Mais c'est aussi l'intérêt de l'économie en général que d'avoir des marchés le plus sécurisés possible. C'est la raison pour laquelle le gouvernement était réticent à l'usage de cette notion excédant l'intérêt propre. Je crois que ce sont des discussions que nous continuerons à avoir. Je vous remercie d'avoir accepté, d'avoir attrapé au vol ma suggestion de créer un groupe de travail. C'est un engagement sérieux de la part du gouvernement qui va au-delà du calendrier législatif qui, pour le moment, n'est pas précisé concernant le projet de loi numérique. Pour cette raison, le gouvernement souhaite faire sagesse sur votre sous-amendement. Merci. Donc, je vais mettre aux voix le sous-amendement numéro 2 qui a recueilli un avis de sagesse du gouvernement. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Ceux qui sont favorables à cet amendement veulent bien le montrer en levant la main. Merci. Il est donc adopté. L'amendement numéro 1 du gouvernement a reçu l'avis favorable de la commission des lois. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. L'amendement est donc adopté. Pour l'article 1, ceux qui sont favorables à cet article 1 veulent bien lever la main. Merci. À l'article 2, je suis saisi d'aucun amendement. Ceux qui sont favorables à cet article 2 veulent bien lever la main. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il demande d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'ensemble de cette proposition. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Elle est donc adoptée. Voilà pour l'adoption de cette proposition de loi socialiste qui vise à limiter l'utilisation des techniques biométriques à une nécessité de sécurité. Un texte qui a donc obtenu l'adhésion des sénateurs, mais qui a encore de nombreux détracteurs, notamment dans le monde du numérique. Certains spécialistes craignent qu'un tel texte soit un frein au développement des entreprises de la biométrie, un secteur actuellement en pleine expansion en France. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.